Si je vous donne des noms d'acteurs comme Washington, De Niro, Pacino, Day-Lewis, à quoi vous pensez? Vous pensez à acteurs grandioses, acteurs multi-récompensés, oscarisés, les mecs sont sans défaut, ils sont juste parfaits au niveau de l'acting. Je suis totalement d'accord, comme tout le monde. Seulement quand on se penche sur leur filmographie, à l'exception de Daniel Day-Lewis, on s'aperçoit que il y a quelques films où il se serait bien passé. Pour les gros fans comme moi de De Niro et Pacino, on a été nombreux. En fait, on a tous été déçus par leur prestation dans La Loi et l'Ordre. Film très mauvais. Ils ont voulu à l'époque faire une espèce de... Allez, on va les rassembler un peu comme dans Heat pour jouer à fond le côté De Niro, Pacino ensemble, deux monstres sacrés, machin. Le film était complètement naze, éclaté. Et Denzel Washington m'a beaucoup déçu dans son Equalizer 2. Le premier Equalizer était génial et quand je l'ai vu dans le 2... Mais, il faut retenir quelque chose par rapport à De Niro, Pacino et Washington, c'est que ces mecs-là, ils ont commencé à tourner dans des mauvais films, passé les 60 balais, les 65. Quand ils ont tourné ces films, ils avaient déjà une carrière devant eux, et pas n'importe laquelle, une carrière de dingue, un quasi sans faute. Je rappelle que ces mecs-là ont davantage tourné dans des chefs-d'œuvre que dans des films moyens. Très peu d'acteurs peuvent se permettre ce luxe. C'est des mecs qui ont toujours super bien géré leur carrière, qui ont fait un super taf. Bref, on s'en fout de ces films-là, on s'en fout qu'ils aient tourné dans des mauvais films, parce que ils nous ont fait rêver quand ils avaient la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, ils avaient fait des trucs de dingue. Donc on peut largement leur pardonner des Equalizer 2, 3, des La Loi et l'Ordre, des 88 minutes, des conneries comme ça, parce que ces gars-là ont fait leurs preuves, et encore aujourd'hui ils servent d'exemple en termes d'acting. Et en réfléchissant à ces mecs-là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai quand on y pense, des grands acteurs, il y en a, beaucoup. Des mecs comme Christian Bale, Ben Foster, des gars comme ça, et pourtant, malgré tout, ça leur est arrivé de tourner dans des mauvais films. Et ça, bien avant qu'ils arrivent à leur cinquantaine. Et bien sûr, je fais pas référence spécialement aux films dans lesquels ils ont pu tourner avant leurs 20 ans, parce que souvent, il y a des acteurs qui ont démarré vraiment dans des nanars absolus, ou alors des films d'horreur, ou des trucs de série B, comme par exemple Johnny Depp, qui a démarré avec Les Griffes de la Nuit, je crois, en 84, quand il avait à peine 20 ans. Même chose pour DiCaprio, qui avait démarré, je crois, dans Critters 3. On va pas leur reprocher d'avoir tourné dans des films qui leur ont permis de se faire connaître, d'avoir une bonne fanbase d'ados à leur début. C'est normal, on va pas leur reprocher d'avoir tourné dans ce genre de film quand ils étaient encore des gosses. Et par contre, quand ils sont dans la force de l'âge, là c'est bizarre. Comme par exemple Adam Driver. Le mec il va tourner dans un Scorsese, et juste après il va tourner dans un nanar avec des dinosaures, faut m'expliquer quoi. Et comme je réfléchissais à tout ça, je me suis dit tiens, je proposais à mes viewers un petit top 10 spécial grand acteur qui ont tourné dans des films de merde. Et qui ont tourné dans des films de merde au cœur de leur carrière, quand ils étaient en train de monter, quand ils étaient au top du top. Vous allez voir, c'est assez particulier. On se retrouve dans les commentaires, je compte sur vous, votre top 10, votre top 5, top 20, comme vous voulez. Mais bonne chance pour en trouver plus de 10, et je parle vraiment de bons acteurs, d'acteurs connus, qui ont été oscarisés, récompensés, tout ça. Ne sortez pas des no-names. Je vous souhaite un excellent visionnage, et toi qui as l'habitude de me regarder sans être encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Ça ne te coûte rien, ça m'apporte énormément. Allez, c'est bon, c'est fini pour l'intro, let's go. En numéro 10, on va démarrer avec un acteur qui m'a beaucoup déçu, Tom Hardy. Alors, beaucoup ont été déçus par Tom Hardy, notamment via ses prestations dans Venom. Ce que je peux comprendre. Avec un pédigré pareil, on s'est demandé, mais qu'est-ce que t'as été foutre chez Marvel? Et surtout chez Sony, quoi. Mais moi, Tom Hardy m'a déçu bien avant. Il m'a déçu en 2012. Et en 2012, Tom Hardy, c'était une méga star. C'était, on va dire, la jeune star anglaise qui explose. À l'époque, il n'était pas au top de la pyramide, mais il était à l'ascension, mais genre au dernier cran, quoi. Et moi, je suivais depuis un petit moment déjà Tom Hardy. Je l'avais repéré dans Layer Cake, sorti en 2004. Bon, je l'ai vu en 2006, mais on va pas chipoter. Je l'avais également repéré dans Rock'n'Rolla de Guy Ritchie. Et surtout, je ne l'ai pas manqué dans Bronson en 2009. Quand je l'ai vu dans ce film, je me suis dit, ah ouais d'accord, le mec il nous a fait une transformation de dingue. Celui-là, il va tout défoncer. La plupart d'entre vous l'ont découvert dans Inception en 2010, là où il a commencé à tourner avec DiCaprio, des mecs comme ça, donc ça y est, il commençait à s'implanter dans le sérail. En 2011, on l'a découvert dans l'excellentissime Warrior, pareil, il avait fait une transformation physique de dingue, il avait rajouté des kilos de muscles, et il était super convaincant dans son rôle d'ex-Marines, champion de MMA. Film excellent que je vous recommande, alors que pourtant je suis pas un fan des trucs de sport de combat, tout ça, la bande-son est exceptionnelle. Et en 2012, il a explosé parce qu'on l'a vu dans The Dark Knight Rises en tant que Bane, on l'a vu dans Des Hommes sont là de John Hillcoat, au même moment, il signait les contrats pour tourner dans Mad Max, il y avait des bruits qui couraient comme quoi il allait peut-être tourner dans un film indépendant d'un espagnol ou mexicain qui s'est révélé être par la suite le mec qui est derrière The Revenant. Quand il était arrivé au Festival de Cannes, c'était l'hystérie, Tom Hardy était parti pour tout défoncer, et il a tout défoncé. Mais à ce moment-là, il a tourné dans un film dont il aurait très bien pu se passer au niveau de sa filmographie. Il a joué dans ce truc, Target, avec Chris Pine, une espèce de comédie complètement con, une comédie qui met en scène deux espions, deux agents secrets, Tom Hardy et Chris Pine. Le mec qui se tire dans les pattes parce qu'ils sont tous les deux tombés amoureux de Reese Witherspoon, Reese. Et donc c'est le ressort classique de la comédie d'action où les deux gars se font des coups de pute pour essayer de gérer leur crush.
Le film ne réinvente absolument rien, il n'a absolument aucun intérêt, c'était surprenant de voir Tom Hardy là-dedans, le mec enchaînait les productions indépendantes, les films indépendants anglais, tout ça, il commençait vraiment à virevolter dans les grosses productions américaines, mais vraiment de qualité, de top quali, et on le voit là-dedans, dans un film d'action générique qui n'a aucun intérêt, c'est vraiment la petite tâche dans sa carrière, et Tom Hardy aurait pu être remplacé par un autre, largement, et ça aurait été mieux, je pense. Chris Pine, pour le coup, c'était sa place, même si Chris Pine est un excellent acteur, c'est plus dans ce genre de film qu'on le voit, plutôt que Tom Hardy, et j'estime que Tom aurait largement pu se passer de ce type de rôle. En numéro 9, on va parler d'un collègue à Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, qui m'a beaucoup surpris, mais pas spécialement positivement, par rapport à son rôle dans J. Edgar, de Clint Eastwood. À ce moment-là, Clint Eastwood, je sais pas ce qu'il avait, il tournait un film tous les ans. En 2008, il tourne Gran Torino, en 2009, Invictus, en 2010, Au-delà, 2011, donc J. Edgar, 2012, je sais pas qu'est-ce qu'il a sorti, mais il a sorti d'autres trucs. Le mec s'est pas arrêté, j'estime que son J. Edgar, c'est un de ses plus faiblards avec Au-delà, et c'est bizarre de voir DiCaprio là-dedans. DiCaprio, je pense qu'à l'époque, il voulait vraiment son Oscar, il en pouvait plus, il était à bout. Il était en mode, vas-y, je vais prendre un personnage de l'histoire américaine, un truc bien symbolique, tout ça. En plus, un personnage avec des fêlures, avec comment dire, des secrets, tout ça. Donc je vais insister à fond là-dessus pour essayer d'attirer, comment s'appelle, le jury des Oscars. Et puis finalement, ça a été un... ouais, il a reçu des bonnes critiques en soi, le film a été bien noté, mais on a tous été plus ou moins gênés par la performance de DiCaprio parce que on voulait pas le voir là-dedans, quoi. C'est un film qui est triste, qui est froid, qui sonne vieux. Vraiment, c'est une esthétique particulière. J. Edgar, c'est très sombre, c'est très dark. On a l'impression que c'est filmé dans une cave. C'est passionnant l'histoire de J. Edgar, hein, le mec qui a monté le FBI, comment il s'est démerdé pour coincer Dillinger, comment il a cramé JFK, tout ça. Mais Eastwood, il est pas spécialement génial pour filmer les filmographies, mettre en scène les biographies. J'aurais plus vu un Oliver Stone pour mettre en scène un J. Edgar. Il aurait fait un truc à la JFK, ça aurait eu du punch, ça aurait été fun, ça aurait été inoubliable, et ça aurait été super intéressant. Or là, la mise en scène est très académique, très chiante, très mise en abîme, très en profondeur, mais c'est pas là-dedans qu'on a envie de voir DiCaprio, qu'on n'a pas envie de le voir se fringuer avec les oripeaux de sa mère et de chialer sur le parquet, enfin sur le tapis du salon. On n'a pas envie de voir ça, quoi, parce que c'est ça que vous verrez dans le film. C'est un film qui aurait dû être réalisé, j'estime, par Oliver Stone ou par Martin Scorsese, avec le dynamisme qu'on leur connaît. Ça aurait été très bien. Comme par exemple, on avait eu droit à l'excellente biographie de Howard Hughes dans Aviator de Scorsese. D'habitude, je suis pas fan des biographies, mais j'avoue que celle-là était superbe. J'avais pas aimé au début, mais j'ai mis du temps à l'apprivoiser, à aimer ce film. Et on s'aperçoit que finalement, ce film, c'est un véritable livre d'histoire ouvert, je veux dire interactif presque. Enfin, version cinéma, vous m'avez compris. En tout cas, DiCaprio dans J. Edgar est assez malaisant, assez gênant. C'était peut-être le but, hein, c'était peut-être recherché, mais perso, j'étais pas convaincu, quoi. Et personne, je pense, n'était convaincu. Car c'est un film, j'ai remarqué qu'on essayait un petit peu d'oublier, qu'on a été voir un peu en mode culture, parce que ça rend intelligent, parce que ça traite d'une partie de l'histoire américaine, tout ça, puis finalement, on était en mode... Ouais, on a compris que J. Edgar était potentiellement gay, qu'il avait des dossiers sur tout le monde, qu'il était un peu cinglé, qu'il était, on va dire, sous l'emprise de sa mère, qui le poussait à devenir le meilleur... Ouais, ça manquait un peu de dynamisme, quoi. En numéro 8, Nicolas Cage et sa performance pathétique dans... Enfin, pas pathétique, non c'est pas le mot, mais sa performance désespérée dans The Wicker Man. The Wicker Man, c'est un remake d'un film anglais des années 70, un très bon film d'ailleurs, sauf que The Wicker Man 2006 c'est une vraie merde. C'est le film qui, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, c'est le film qui a amorcé la nouvelle carrière de Nicolas Cage. Ou plutôt, la carrière parallèle de Nicolas Cage. Car, pour beaucoup d'entre vous, Nicolas Cage, c'est un abonné au nanar. Il a tourné dans plein de films qui sont plutôt passables, qui sont souvent sortis en direct ou vidéo. C'est des films qu'il a sortis parce qu'il était en galère de thunes, parce qu'il s'est foutu dans la merde, etc. Donc il a tourné dans un maximum de films pour rembourser ses dettes, rembourser des crédits, j'en sais rien. Mais en gros, il a dit oui à tout. Et n'importe quoi. Mais ce que vous oubliez, c'est que Nicolas Cage a eu une carrière presque incritiquable dans les années 80 et 90. En réalité, Nicolas Cage, il n'a pas démarré dans des trucs où il faisait des pirouettes, où il faisait des conneries, où il tournait dans des films d'action comme on a pu le voir dans les années 90, notamment dans Les Ailes de l'Enfer, dans Volte-Face, ou encore dans Rock. Excellent film d'action, surtout Les Ailes de l'Enfer, pour moi le meilleur film d'action des années 90, le plus complet. Nicolas Cage, même s'il avait le gabarit et le physique pour tourner dans ce genre de film à ses débuts, il a commencé par des films indépendants. Rusty James, Birdie, Embrasse-moi Vampire, Living Las Vegas, Arizona Junior, des trucs comme ça. Alors qu'à l'époque, il était hyper jeune, il était dans sa vingtaine. Mais le truc, c'est qu'en 2006, problème de thunes, et donc il a dit oui à tout. Et le premier vrai mauvais film dans lequel il a tourné, c'est The Wicker Man. Et penchez-vous sur sa carrière début 2000, et il tournait dans des bons films. 60 secondes chrono, ok, c'est un film d'action générique machin, mais il était quand même vachement fun. Regardez-le dans Les Associés de Ridley Scott. Oui, Ridley Scott a réalisé ce film, il est juste génial, grandiose dedans, Nicolas Cage.
Juste avant de tourner dans The Wicker Man, il avait joué dans l'excellentissime Lord of War, peut-être un de ses meilleurs films, peut-être un des plus importants de son époque. Même dans Wind Talkers, qui est peut-être un des pires films de John Woo du point de vue de la technique, eh bien, il se donne à fond dans ce rôle, dans le rôle de Joe Anders, il est super dans ce rôle de soldat. Mais en 2006, bam, problème de thunes, tout ça, donc il a tourné dans tout et n'importe quoi, et ça a démarré donc avec The Wicker Man, où il a une prestation ici qui est complètement what the fuck, lunaire, à hauteur du film. Après, il se donne à fond, hein, c'est super drôle de le voir là-dedans, mais c'est le film qui a amorcé après le début, pas d'une descente aux enfers, mais d'une espèce de, comment ça s'appelle, de carrière en dents de scie, où il alternait aussi bien entre les navets, les nanars, les direct-to-vidéo, avec d'excellents films, comme par exemple en 2013, il avait tourné dans Joe, excellentissime dans ce rôle-là. Dernièrement, il a tourné dans Pig, le film n'est pas génial, mais sa performance est exceptionnelle. Je pense que si Cage n'avait pas eu ses galères de thunes, le mec n'aurait enchaîné que dans des films absolument géniaux et inoubliables, parce qu'on sent qu'il kiffe jouer, on sent qu'il kiffe l'acting, qu'il kiffe le cinéma, et que ce soit dans le registre du dramatique, du film d'action, du film d'amour, ce que vous voulez, il est bon dans absolument tout. En numéro 7, Michael Caine, que vous connaissez principalement pour son rôle d'Alfred dans la trilogie The Dark Knight. Il est excellent dans ce rôle, on est d'accord, mais pour ceux qui veulent le découvrir dans d'autres films qui sont excellents, je vous conseille, quand il était plus jeune, Get Carter, excellent film anglais, ou encore Henry Brown, qu'il a tourné en 2010, où il joue un ancien soldat qui cherche à venger son pote. Il est génial ce film, regardez-le. Mais il y a une ombre au tableau dans la carrière de Michael Caine, c'est Les Dents de la Mer 4, qu'il a tourné uniquement pour s'acheter un nouveau bateau. Le mec, il l'a assumé. Il savait que c'était de la merde, il l'a juste tourné pour avoir assez de fric pour se payer donc un voilier ou je sais pas quoi. Le mec a assumé, a dit le truc. Oh non, c'était une maison, voilà, c'était pour s'acheter une maison sur une île ou je sais pas quoi. Le mec l'a assumé, franco, et c'est cool, parce que le mec, au moins, il s'est pas caché derrière du baratin, derrière un mensonge. Non, non, le mec, il a assumé. Oui, je savais que ça allait être pourri, donc j'ai dit oui parce que j'avais besoin de thunes à ce moment-là, j'avais rien, voilà quoi. Et n'empêche, il a bien rebondi, donc on peut l'applaudir pour ça, parce que le mec, malgré un nanar à son actif, il a bien rebondi. En numéro 6, il faut qu'on parle d'Alberi. Alors les plus jeunes la connaissent notamment via John Wick, où elle est toujours aussi belle, toujours aussi magnifique, passé les 50 balais, mais les plus vieux, ils connaissent Alberi pour ses rôles dans le début des années 90, où elle jouait dans pas mal de films indépendants. Et elle a très bien amorcé les années 2000, notamment en jouant son personnage de Tornade dans X-Men, et c'était un pari très risqué de tourner dans un film de super-héros comme X-Men à l'époque, parce que c'était, on va dire, quelque chose d'encore novateur, les films de super-héros. Je rappelle que début 2000, on n'avait pas encore Spider-Man de Sam Raimi, on n'avait pas encore, on va dire, les Marvel que l'on connaît actuellement, c'était tout nouveau ça. Les films de super-héros début 2000, tout début 2000, c'était quelque chose de novateur, et c'était un pari très risqué pour les studios et pour les acteurs qui s'engageaient là-dedans, parce qu'il y avait une chance sur deux de finir complètement dégagés des studios, ou alors d'exploser. C'était 50-50 quoi. Et Alberi avait réussi à capitaliser à fond sur l'image qu'elle s'était faite dans X-Men, et puis en 2004, elle a tourné dans Catwoman, et c'était vraiment un hasard de calendrier vraiment foireux, parce que 2003, elle tourne dans Gothica, et 2004, Catwoman. Est-ce que vous savez quels sont les points communs de ces films? Ce sont tous les deux films américains qui ont été réalisés par des Français. Ouais! Deux films qui ont été des échecs, qui se sont fait bousiller par la critique et par le public. Merci Kassovitz, merci Pitoff, merci de nous avoir tapé la honte à l'étranger. On avait bien besoin de ça, surtout aux États-Unis. On leur donne la chance de faire des blockbusters. Les mecs, ils produisent ça, quoi. Ouh! Et j'estime que Catwoman est particulier. C'est le genre de film qu'on aime quand on est gosse et dont on est un peu gêné quand on arrive à l'âge adulte. C'est un film expérimental. Trop en fait, beaucoup trop, c'est un film qui est trop personnalisé, Pitoff s'est trop laissé aller à ses délires et ça a donné ce que ça a donné donc Catwoman, et je vous invite à le regarder par curiosité pour voir à peu près le phénomène, quoi, parce que je peux pas appeler ça autrement. Et ça, c'est un truc qui a mis du plomb en l'aile à la carrière de Alberi, qui pourtant jusqu'ici avait fait un quasi sans faute. Comme les petits chats, oui je sais c'est une blague de merde, elle a réussi à retomber sur ses petites pattes et rebondir, parce que vendre votre CV après avoir tourné dans Catwoman à des producteurs hollywoodiens, c'est chaud quoi. En tout cas, Catwoman mérite le coup d'œil, mais vraiment pour la curiosité, quoi. Puis la curiosité en mode je vais explorer une jungle avec une machette pour voir ce qu'il y a là-bas, quoi, parce que c'est du même niveau, quoi. C'est un truc, vous avez encore jamais vu ça, quoi. Et vous ne reverrez jamais ça. Tant mieux. En numéro 5, il faut qu'on parle de la prestation de Forest Whitaker, acteur excellent, hein, génial dans The Shield, génial dans tous ses petits rôles qu'il a eu, des rôles de flic, sous-fifre, etc. Excellentissime bien évidemment dans Le Dernier Roi d'Écosse. Et puis un jour, il tourne dans Battlefield Earth avec John Travolta. Regardez-les, quoi. On a l'impression que Forest Whitaker a accepté de tourner dans ce film un peu pour rendre service à un pote, quoi. En mode, bon Travolta, Johnny, je vais pas te laisser tout seul, je viens avec toi, je vais me ridiculiser avec toi pour ce film. On a l'impression de voir un pote sympa, quoi, qui t'accompagne dans ta connerie, juste pour pas que tu te sentes seul, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu là-dedans. Je me suis dit, putain, pas toi Forest, et pas toi non plus Travolta, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ok, vous êtes peut-être dans le délire scientologue, tout ça, mais est-ce que ça méritait vraiment de cachetonner dans un truc pareil, dans cette espèce de Dune Eco Plus? Donc Forest Whitaker, malgré une carrière juste exceptionnelle, on comptabilisera son CV Battlefield Earth. Ça pique.
En numéro 4, on va parler de Tom Cruise, acteur qui pourtant, quand on creuse un peu, c'est un quasi sans faute. Et je rappelle que Tom Cruise a démarré exactement comme Nicolas Cage, qu'avec des films indépendants. En vrai, Tom Cruise, il a commencé à tourner dans des films d'action que dans les années 2000. Même son Mission Impossible 1 de 96, il y a très peu d'action en réalité, il y a quasiment pas de fusillade, il y a que 2 coups de feu dans tout le film, et la seule action, enfin les seules scènes d'action qu'il nous propose, c'est un sprint après l'explosion d'une bombe, et le passage où il est sur le train en train de galérer, en train d'avancer pour essayer de baiser John Voight. Le premier vrai film d'action dans lequel il a tourné, c'est Mission Impossible 2, qui est accessoirement son pire film. Mission Impossible 2, c'est dingue à quel point ce film a très mal vieilli, on a l'impression de voir un film début 90, il a strictement rien à voir avec Mission Impossible 3, entre les deux il y a que 6 ans d'écart, mais il y a un gap technologique qui est juste dingue, on a l'impression que ces films ont 20 ans d'écart en réalité. Mission Impossible 3 est super propre, même si je n'aime pas ce film, il manque quelque chose, il manque d'humanité, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans Mission Impossible 3, mais du point de vue esthétique et au niveau de la photographie, le film est d'une propreté inégalée à cette époque-là. Et Mission Impossible 2 en tout cas c'est son pire film, car c'est vraiment pour le coup une espèce d'œuvre de propagande à la gloire de Tom Cruise. Alors ajoutez à ça le doublage de Yvan Attal qui est juste insupportable, Yvan Attal vraiment... Oh, ne redouble plus jamais Yvan, s'il te plaît, et surtout ne double plus jamais Tom Cruise. Jamais. Parce que ça a plombé littéralement Vanilla Sky, Minority Report et Mission Impossible 2 en version française. Et Mission Impossible 2, c'est des ralentis à ne plus en finir, c'est du mélo et du mélo, un méchant super cliché, une bataille entre le méchant et le gentil à la fin qui est juste grotesque, et surtout une histoire qui est nanardesque d'ailleurs, je crois qu'il est sur Nanarland, enfin c'est un très mauvais film en réalité, il est fun, il y a de jolies couleurs, il y a une très belle musique c'est vrai, mais du point de vue originalité et du point de vue tempo en général, c'est pas top quoi. Et c'est un film qui résiste très mal à l'épreuve du temps, alors c'est un très beau film c'est très beau pour Tom Cruise parce qu'il est mis en valeur constamment à chaque plan, mais du point de vue cinématographique, du point de vue de l'histoire, c'est largement passable. Pour moi c'est le pire film de Tom Cruise. En numéro 3, Bruce Willis, qui nous a tous déçus dans Die Hard 5. C'est le film qui a amorcé la fin de sa carrière, mais définitive à Hollywood. Pour certains, la fin de sa carrière, c'est dû à sa maladie, mais non. Bruce Willis avait déjà niqué sa carrière à cause de son comportement. Dès les années 2000, début 2000, où il commence à devenir exigeant, il demandait toujours plus de thunes pour ses rôles, etc. Et si vous regardez bien, il y a comme un creux dans les années 2000. Il avait quasiment, disparu des grosses productions. On l'avait juste vu en retour en fanfare dans Die Hard 4, mais c'est le seul gros film dans lequel il a tourné dans les années 2000. On l'a vu dans Expendables 2, d'accord, mais parce qu'il a bien senti qu'il y avait du pognon à se faire. Dans le premier Expendables, il était en mode ouais Stallone, ok, je veux bien jouer dans ton film à la con, mais bon, je le sens mal ton truc, donc je fais juste une apparition, je prends pas trop de risques, en costard, machin, pour pas trop passer pour un gland, et si ça marche, ok d'accord, je tourne dans le 2. Il a tourné dans le 2 parce qu'il a vu que ça avait cartonné, et il a voulu tourner dans le 3, mais il avait demandé une somme tellement astronomique que les studios lui ont dit bon écoute, oui c'était bien gentil, mais dégage. Et ils l'ont remplacé par Harrison Ford. Et d'ailleurs, Harrison Ford balance une take à Bruce Willis au cours du film où il dit en mode bah il est où Chappelle, enfin le mec qui incarne Bruce Willis. Et en gros, il dit ouais, il a été remplacé, il a été dégagé. C'était violent quoi. Parce que imaginez, pour que dans un film, il y ait une take directement lancée, on s'en doute bien, à Bruce Willis, c'est qu'il devait faire chier, quoi. C'est qu'il devait bien casser les couilles. Et au cours des années 2000, il a réalisé finalement très peu de films où il était, on va dire, mis sur le devant de la scène, et très peu de films où il était vraiment inoubliable. Parce que déjà, Hollywood essayait un petit peu de s'en séparer, essayait un petit peu de s'en débarrasser, et à l'année 2010, il tourne dans Die Hard 5, et c'est dommage, parce que la même année, il avait tourné quand même dans Looper, qui était juste excellent. Il a fait encore 2-3 films où il était plutôt correct, notamment dans Red, mais le seul film vraiment inoubliable de cette décennie, ça reste Looper, mais le reste... oubliable, j'ai pas oublié Die Hard 5, tellement c'était une insulte et un crachet à la gueule de la licence. Donc voilà, c'est malheureusement pour moi le pire film le premier pire film de Bruce Willis, parce qu'après il a enchaîné les directs ou DVD complètement pourris, éclatés, qu'il a fait uniquement pour toucher du fric sans foutre grand chose. Le mec il se pointe 15 minutes à l'écran, ça y est, il touche $1 million, et sans faire le moindre mouvement, sans faire la moindre cascade, que dalle. Et donc pour moi le début de la fin, il a été officiellement amorcé avec Die Hard 5, où il a littéralement bousillé une licence juste fantastique. Je rappelle qu'on est passé de Piège de Cristal à Die Hard 5, quoi. Vous vous rendez compte du glow down? En numéro 2, j'ai mis Christian Clavier par rapport à son rôle dans Les Visiteurs en Amérique. Fallait bien que je parle d'un acteur français. En soi, il a toujours été drôle, Christian Clavier. Le problème, c'est qu'il a tellement abusé de son côté comique, bouffon, tout ça, que à la fin, on le supporte plus, quoi. Et le mec, il a jamais été une seule fois dans... Enfin, il a jamais été... Enfin, il est toujours resté dans sa zone de confort, il n'a jamais voulu s'orienter vers le drame, alors que je l'aurais bien vu là-dedans, Clavier, je pense qu'il aurait été bon dans le dramatique, il aurait dû s'orienter dans cette voie, dans les années 2000, 2010, tout ça, mais non, il a continué à faire le bouffon, à cabotiner. Pour moi, Les Visiteurs en Amérique, c'est le film qui a, entre guillemets, bousillé la carrière de Christian Clavier à mes yeux, c'est ce qui a amorcé la différence entre le Christian Clavier d'avant et d'après. Parce qu'avant, on le supportait, on le trouvait cool, fun, très bon dans Jacouille, tout ça, sauf que là, il en fait des caisses, et surtout, il nous a ridiculisé aux États-Unis.
Le film a été un bide, d'ailleurs, on est passé pour des cons, pour des cloches. Je veux dire, les Américains qui ont dû voir ce film, ils ont dû halluciner, ils ont dû dire mais qu'est-ce que c'est que ces gueux, ils rigolent de ça, c'est pas drôle. Parce que encore les premiers visiteurs, ils sont excellents, surtout le premier visiteur est génial. Moi, c'est un chef-d'œuvre, aussi bien du point de vue, on va dire, de l'écriture que de la mise en scène, etc. J'en parlerai dans une vidéo complète. Mais ces visiteurs en Amérique nous ont foutu la honte et c'est pour moi le film qui a cantonné définitivement Clavier à des rôles de comique et de bouffon. Il a très mal amorcé les années 2000 et c'est dommage. C'était, pour moi, un talent gâché. Et enfin, pour terminer, je vais nommer Idris Elba, qui jusqu'ici nous avait quasiment jamais déçus, jusqu'à sa prestation dans le film Cats. Vous n'avez jamais vu Cats? Regardez des extraits, vous allez comprendre. Et Idris Elba, qui est pourtant un acteur de haut standing, de haut niveau, il a tourné là-dedans, quoi. Et je comprends toujours pas, et je pense qu'il doit regretter. Je pense que c'était peut-être, à mon avis, pour payer, je sais pas, une année de collège pour sa fille, ou pour, je sais pas, s'acheter un hors-bord, un truc comme ça, mais c'était vraiment gênant de le voir là-dedans. Lui, comme tant d'autres, car il y a un gros casting, enfin, il y a un casting d'acteurs assez connus dans Cats, et c'est le film le plus gênant de la décennie, voire même du siècle. Hein. Je vous invite à vous pencher sur les critiques de Cats, c'est un truc de dingue, et on se demande qu'est-ce qu'Idris Elba était foutu là-dedans, comment il a pu accepter d'être mis en scène de cette manière. Je pense qu'ils étaient même pas au courant quand ils ont signé le contrat qu'ils allaient être mis en scène en images de synthèse comme ça, de cette manière. Ah, donc, gros malaise, et film inoubliable, malheureusement. Voilà mes petits loulous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos. Si le format vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!